Alors, les volumes élémentaires que l'on a construits précédemment, on va principalement les utiliser avec le concept des intégrales. Et on va prendre pour commencer un exemple à une dimension. Imaginons une ligne droite d'une certaine longueur et essayons de déterminer celle-ci. Une première approche serait de découper cette ligne en morceaux de longueur delta L et de sommer ces delta L sur toute la ligne pour obtenir la longueur L. Alors attention, ces delta L ne sont pas infiniment petits, ce sont de vraies longueurs. Cependant, lorsque ces delta L vont tendre vers 0, on retrouve la notion d'intégrale qui est une somme d'infinitésimaux dl et non plus delta L. En définissant les bornes de notre ligne, on peut calculer l'intégrale et obtenir la longueur. A noter que la branche de l'intégrale est bien en lien avec le dl et ça aura son importance par la suite. Maintenant, essayons d'appliquer le même principe en 3 dimensions pour calculer le volume de ce parallélépipède. Dans ce cas, nous allons avoir des petits volumes ΔV, qui là aussi ne sont pas infiniment petits, et on va les sommer sur tout le volume. Cependant, quand ils deviennent infiniment petits, on retrouve nos volumes élémentaires vus précédemment, ainsi que le concept d'intégrale. On utilisera cette fois-ci des intégrales triples, où chaque branche est liée à un déplacement élémentaire, et les bornes de nos intégrales seront les bornes du volume pour chaque dimension du parallélépipède. Alors maintenant, on va voir comment calculer ces 3 intégrales. Est-ce qu'on les fait toutes en même temps ou séparément? On va appliquer pour cela le théorème de Fubini, qui doit respecter certaines conditions, qui le seront toujours dans le cadre de l'électromagnétisme. Et ce théorème va nous permettre de calculer d'abord l'intégrale selon dz, et on retrouve bien le concept d'intégrale simple, puis l'intégrale selon dy, et finalement selon dx. Et on peut même aller plus loin et calculer ces intégrales dans un ordre arbitraire, du fait que les bornes sont indépendantes les unes des autres. Alors cela peut paraître un peu compliqué comme ça, mais ce qu'il faut retenir c'est que dans tous les cas que nous rencontrerons, une intégrale triple pourra être séparée et calculée comme produit d'intégrales simples. Nous allons maintenant prendre l'exemple d'un cylindre et essayer de calculer le volume de celui-ci. Ce cylindre aura un rayon grand R et une hauteur grand H. Le principe sera le même, nous allons intégrer un volume élémentaire sur tout le cylindre, cependant nous faisons face à un problème lors du choix des bornes. Si nous intégrons en cartésien, quelles bornes allons-nous choisir pour x et y? Nous allons voir qu'en coordonnées cylindriques, les calculs seront beaucoup plus simples. Si nous utilisons le volume élémentaire cylindrique, nous voyons clairement qu'il est plus facile de faire parcourir celui-ci sur notre cylindre. Nous avons cette fois-ci l'intégrale du volume élémentaire cylindrique dr r dθ dz. Comme précédemment, nous allons séparer les intégrales en intégrant d'abord ce qui dépend de r. Alors cette fois-ci, il faut faire attention car le r de r dθ est intégré selon dr, puis nous intégrons selon θ et puis selon z. Au niveau des bornes, il faudra faire en sorte que tout le cylindre soit parcouru. On fera donc varier petit r de 0 à grand R étant le rayon du cylindre, l'angle θ de 0 à 2π, et la hauteur z de 0 à grand H étant la hauteur du cylindre. Après avoir calculé ces intégrales et simplifié le résultat, on retrouve la formule du volume d'un cylindre, c'est-à-dire pi r² fois h. Nous avons donc vu jusqu'ici les intégrales d'infinitésimaux, comme les déplacements élémentaires ou les volumes élémentaires, en interprétant l'intégrale comme une somme, ce qui nous donnait la longueur d'une ligne ou le volume d'un parallélépipède. Nous allons maintenant aborder les intégrales de fonctions, que vous connaissez déjà à une dimension, et essayer de voir ce qu'elles représentent en dimension 2 et en dimension 3. Nous allons prendre un exemple en une dimension avec l'intégrale de f de x dx entre 2 et 5. Cette intégrale, comme vous le savez, c'est l'aire sous la courbe qui représente f, bornée entre 2 et 5. Alors en réalité, on retrouve ici aussi le concept du déplacement élémentaire dx, qui se déplace de la borne inférieure 2 à la borne supérieure 5. Et à chaque fois, on va faire le produit de dx par f de x, ce qui va nous donner au final une somme d'aires de rectangle. En fait, le produit f de x fois dx que vous voyez dans l'intégrale, c'est le produit largeur fois hauteur des rectangles. Et ici, dx tend vers 0. On va avoir donc des rectangles avec une largeur de plus en plus fine, jusqu'à avoir l'aire exacte. Alors on va pouvoir faire la même chose avec des fonctions de deux variables, c'est-à-dire des fonctions du type f de x, y. Mais avant, j'aimerais qu'on détaille un peu plus ce que peut représenter ce genre de fonction. On peut imaginer par exemple une surface avec une certaine température variable sur celle-ci. Il y aurait donc une température de 10 degrés à un certain point et 22 degrés à un autre par exemple. Et on peut donc utiliser une fonction de deux variables donnant la température à un point donné de la surface,
Par exemple, si la température en x égale 5 et y égale 3 est de 10 degrés, alors on aura f de 5, 3 égale 10. Ici, on a représenté cette fonction avec une surface colorée, à laquelle on donne une échelle, mais on peut également la représenter par une surface en 3 dimensions, où les deux dimensions x et y représentent l'ensemble de départ, et la dimension z le résultat de la fonction, c'est-à-dire la température. Cette fois-ci, la température de la surface se lit sur le troisième axe z. Si on revient à notre intégrale double, on peut déjà définir nos bornes, comme on l'a déjà fait précédemment. On intègre notre fonction sur la surface rectangulaire, c'est-à-dire de x égale 0 à x égale 10, et de y égale 0 à y égale 8. Le dx dy dans l'intégrale représente une surface élémentaire, représentée en bleu, et qui est centrée en un point M. Le produit de cette surface par f de x, y, c'est-à-dire la valeur de la fonction au point M, mais c'est également une hauteur, nous donne le volume de petits parallélépipèdes, que l'on somme sur toute la surface en déplaçant le point M. Donc c'est vraiment le même principe qu'avec une fonction d'une seule variable, à la différence près que l'on sommait des rectangles pour obtenir une aire, l'aire qui était sous la courbe de f, alors qu'ici, on somme des parallélépipèdes pour obtenir le volume sous la surface de f. Cette surface de f représentée en grise, on l'appelle surface représentative de f, car cette surface n'existe pas réellement dans l'espace. Elle représente juste d'une certaine manière la température, donc elle représente un phénomène physique. Alors, qu'en est-il de l'intégrale triple d'une fonction ? Imaginons que nous ayons un parallélépipède et une fonction f donnant la température dans celui-ci. Vu qu'on utilise déjà les 3 dimensions de l'espace pour représenter l'ensemble de départ, on ne peut plus représenter la fonction. On va donc devoir faire abstraction et simplement appliquer les calculs. En les appliquant, on voit qu'on a le produit d'un volume élémentaire, dans notre cas dx, dy, dz, par la fonction f. On a donc un résultat en 4 dimensions. Donc le résultat ne sera pas analogue à une surface, ni à un volume, mais en quelque sorte à un volume en 4 dimensions.